La pluie cousait sur la rivière des éclats de verre le jour où nous avons enterré ma sœur, Lucie. Je tenais encore le programme plié quand j'ai vu mon père, Richard Cartier, un homme qui avait passé sa vie à polir notre nom de famille comme un trophée, quitter le sentier de gravier et s'avancer vers l'eau sombre. Dans ses mains, une petite boîte en bois enveloppée dans un tissu blanc, comme un secret. Maman, Diane, se tenait en retrait, les yeux vides, les lèvres pincées en une ligne qui n'appartenait plus à une mère. Papa ne m'a pas regardé. Il a juste posé la boîte et laissé le courant l'emporter. Je suis resté figé. Puis le vent a tourné, et de l'intérieur de la boîte est venu un son fin, fragile, impossible. J'ai couru. Mes chaussures ont glissé dans la boue. Mon souffle s'est coupé dans ma gorge. S'il te plaît, sois vide, ai-je murmuré, la tirant des roseaux avec des mains tremblantes. Le couvercle était cloué. J'ai inséré ma clé de voiture sous le joint et j'ai fait levier. Et quand elle s'est ouverte, le monde s'est effondré avec elle. Je m'appelle Émilie Cartier. Dans notre ville de Belfond, les gens disaient que les Cartier ne pleuraient pas. Nous commanditions des déclarations. Nous signions des chèques. Nous organisions des galas pour des causes qui ne tacheraient pas nos manchettes. Mon père a bâti Cartier et Associés, un empire de la logistique qui a fait de lui le genre d'homme capable de parler doucement et de se faire tout de même écouter d'une salle entière. Il m'a appris 3 règles, protéger la famille, protéger le nom, et protéger le silence qui protège les deux. Lucie n'a jamais cadré avec ces règles. Elle était un rayon de soleil là où notre maison n'était que verre et angle, cheveux d'or, yeux d'aquarelle, et de la peinture sur ses jeans, peu importe le nombre de pressings que maman lui recommandait. Quand elle a ramené Ethan Meunier à la maison, un mécanicien avec de l'huile sous les ongles et un rire qui a transformé notre salle à manger austère en quelque chose de presque humain, le sourire de papa est devenu d'une précision chirurgicale. L'ambition, a-t-il demandé par-dessus le rôti de bœuf. L'intention? La joie, a répondu Lucie. Je choisis la joie. Elle veut dire lui, m'a dit papa plus tard dans la cuisine, comme si Lucie était une feuille de calcul avec un drapeau rouge. La joie ne met pas un toit sur la tête. Si, elle peut, ai-je dit doucement. Si tu la laisses faire. Il ne l'a pas laissé faire. Il a resserré les filets. Couvre-feu, règles, surveillance enveloppée de sollicitude. Maman voletait entre eux, redressant les serviettes, ravalant des excuses qui ne voyaient jamais le jour. Le jour où Lucie m'a dit qu'elle était enceinte, elle tremblait si fort que je l'ai enveloppée dans le plaid de mon canapé et j'ai fait du chocolat chaud comme quand nous étions enfants. Ethan cherche un 2e emploi, a-t-elle dit. On va s'en sortir. Le bébé a donné un coup hier. Je jure que c'était comme s'il avait dit mon nom. J'ai touché son ventre et j'ai senti quelque chose comme un miracle. Et j'ai su, de la façon dont on sent venir une tornade, que cela allait démolir notre maison jusqu'aux fondations. C'est ce qui est arrivé. En murmure, en porte qui claque, dans la voix de papa, calme, clinique, expliquant des options qui ont fait blêmir le visage de Lucie. Elle s'est enfuie. Puis est venu l'appel de l'hôpital. Complication. Lucie, partie. Le script des funérailles est arrivé dans ma boîte de réception 2 heures plus tard. Un communiqué de presse avec délice. Et après que nous ayons dit au revoir, papa a marché jusqu'à la rivière avec une boîte. J'ai arraché le couvercle. À l'intérieur reposait un nouveau-né enveloppé dans du coton blanc, les lèvres bleuâtres. Un faible gémissement accrochant l'air comme un fil. Un bracelet d'hôpital entourait sa petite cheville. Bébé garçon Meunier. Jésus, ai-je soufflé. Lucie. Le monde s'est rétréci. Mes mains ont bougé avant que le reste de mon corps ne suive. J'ai enlevé mon écharpe en laine, je l'ai emmaillotée plus serrée, j'ai poussé la boîte sur le côté avec mon genou. Ai-je murmuré, le prenant contre ma poitrine. Il était chaud, mais pas assez. Son souffle voletait comme quelque chose qui hésitait à rester. Émilie. La voix de Monsieur Cartier, maintenant juste du gravier et une charnière rouillée. Donne-le-moi. Je me suis retourné, le cœur battant à tout rompre. Tu l'as jeté dans la rivière. Il a cligné des yeux. Tu ne comprends pas, et c'est moi. Il a regardé au-delà de moi, vers l'eau, le courant tirant sur les roseaux comme des doigts nerveux. Les papiers étaient compliqués. Le timing. Les choix de ta sœur ont créé un enfant, ai-je lancé. Un être humain. Le murmure de maman a fendu l'air. Richard,
s'il te plaît. Il n'a pas bougé. Nous pouvons arranger ça, Émilie. Arranger? J'ai serré le bébé plus fort. Ce n'est pas une tâche. Des sirènes résonnaient dans mon sang. Après ça, j'ai couru vers la voiture. Maman s'est écartée sans me regarder. Papa est resté là où la boue touchait ses chaussures, les yeux froids comme des lignes de grands livres. J'ai conduit jusqu'à l'hôpital Saint-Augustin, les seules urgences qui ne poseraient pas de questions d'abord. L'infirmière de triage, aux larges épaules et au regard dur, a jeté un coup d'œil et a crié. C'est maintenant, elle a demandé l'histoire, et je lui en ai donné une version aux angles adoucis. Je l'ai trouvée près de la rivière, ai-je dit. Seule. Elle m'a dévisagé une fraction de seconde de trop, puis a hoché la tête, déjà en mouvement. Vous l'avez sauvé. Je crois qu'il m'a sauvé, ai-je dit, et j'ai réalisé que c'était vrai. Ils l'ont pris. Ils ont écrit son nom comme bébé Cartier parce que je l'ai dit vite et avec un visage qui disait « Ne discutez pas », je me suis assise sur une chaise en plastique entre un distributeur automatique et l'avenir, tremblant si fort que j'ai renversé du café sur mon manteau. Quand le médecin est enfin venu, il a dit « Détresse précoce, légère hypothermie », mais il réagit. C'est un battant. Bien sûr qu'il l'est, ai-je murmuré. C'est celui de Lucie. Je l'ai appelé Lucas, pas Luc. Lucas, parce que ça sonnait comme un pont entre Lucie et nous. J'ai signé les papiers de placement familial avec des mains qui avaient étudié des dizaines de présentations à des millions d'euros et qui ne s'étaient jamais senties aussi peu sûres. Je suis rentré à mon appartement et j'ai appris la chorégraphie des biberons et des sirènes de 3 heures du matin déguisées en pleurs. La première nuit, je me suis endormi par terre à côté du berceau, une main à l'intérieur pour qu'il puisse enrouler ses petits doigts autour de la mienne. Quand il l'a fait, quelque chose s'est reconnecté en moi. Le 3e jour, la voiture de papa a glissé jusqu'au trottoir comme un verdict. Il n'a pas sonné. Il est apparu, parce que les hommes comme lui ne demandent pas qu'on leur ouvre les portes. Je l'ai rejoint dans le couloir devant mon appartement, Lucas un poids chaud contre ma poitrine. Assez, a-t-il dit. Doux, dangereux. Tu as eu ton moment. Donne-moi l'enfant, et je m'occuperai des arrangements nécessaires. Des arrangements? Comme la noyade. Ma voix ne ressemblait pas à la mienne. Elle sonnait comme de l'acier qui ploie. Sa mâchoire s'est contractée en retour. Comme la discrétion. Comme ne pas transformer l'erreur de ta sœur en un gros titre qui dévore nos vies. Lucie n'était pas une erreur. Il a regardé Lucas. Quelque chose a vacillé. Peut-être de la peur. Peut-être du regret. Peut-être rien que j'étais prête à nommer. Émilie, tu regretteras cette rébellion. Je regrette déjà chaque fois que je ne t'ai pas arrêté plus tôt. Diane, a-t-il dit sans regarder, parce que bien sûr maman était derrière lui, grise et tressaillant. Dis-le lui. Maman a dégluti. Ton père. Il a peur. Moi aussi, ai-je dit, mais pas de la vérité. Papa a fait un pas en avant, et j'ai fait un pas en arrière, et nous avons dansé cette valse silencieuse jusqu'à ce que ma porte heurte mes omoplates. Tu ne peux pas le garder, a-t-il dit. Regarde-moi faire. Et l'argent, a-t-il dit comme si c'était de l'oxygène. Tu en auras besoin. Avocat, service de protection de l'enfance, la presse. J'ai des amis, ai-je menti. Et une colonne vertébrale. Il m'a étudié longuement, puis a dit très doucement, tu te fais un ennemi de cette famille. J'ai baissé les yeux sur Lucas. Il a bâillé, indifférent aux dynasties. Non, ai-je dit, j'en fais une famille. La porte s'est refermée entre nous. Le verrou a glissé. De l'autre côté, mon père se tenait très immobile. Puis ses pas se sont éloignés. Il m'a fallu une minute entière pour réaliser que je pleurais sans un bruit. On peut aimer sa famille et quand même se défendre contre elle. C'est devenu ma thèse. J'ai appelé Ethan. L'appel est tombé sur la messagerie vocale. Le 2e appel a sonné. Et quand il a finalement répondu, j'ai entendu une respiration et une pièce vide. Émilie. Ethan, ai-je dit. Tu dois t'asseoir. Il ne l'a pas fait. Il s'est appuyé contre ce qui n'avait pas encore été saisi et a écouté pendant que je déversais la rivière dans le téléphone. Il n'a pas parlé pendant si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Finalement, un murmure brisé. Ils ont tué mon fils. Non, ai-je dit rapidement.
Non, je l'ai sorti. Il est vivant. Il est en sécurité. Silence. Puis un son que je n'oublierai jamais. Un son comme quelqu'un qui ravale un cri. Où? L'hôpital Saint-Augustin. Il est parfait. Une chaise à racler, une porte à claquer. J'arrive. Il est arrivé 38 minutes plus tard, essoufflé, les yeux vifs. L'infirmière l'a fait se désinfecter les mains, puis l'a conduit à la couveuse. Il a posé sa paume sur le plastique et s'est effondré, les épaules secouées. Lucas, a-t-il soufflé. Salut, petit bonhomme. Il m'a regardé comme si j'avais sorti une étoile de la rivière. Pourquoi, a-t-il demandé. Un seul mot, tout le procès. Parce que Lucie ne me le pardonnerait jamais si je ne le faisais pas, ai-je dit, et parce que je ne savais pas comment être sa sœur et le laisser partir. Nous avons élaboré un plan dans le langage de ceux qui ne peuvent pas se permettre de perdre. Demande de garde d'urgence. Tout documenté. Copier les dossiers hospitaliers. Tenir un journal des appels, des menaces, des cadeaux avec des contreparties, des excuses qui n'en étaient pas. Nous avons constitué un dossier assez épais pour arrêter une balle et assez fin pour être caché sous mon matelas. Papa a envoyé des fleurs assez grosses pour voler l'oxygène de la pièce. Félicitations pour votre œuvre de charité, disait la carte. Elle n'était pas signée. Maman a envoyé un SMS à 2h13 du matin. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je l'ai regardé jusqu'à ce que les lettres se brouillent. À l'aube, Lucas a ouvert les yeux complètement pour la première fois. Ils étaient du bleu exact de la peinture préférée de Lucie. Il a cligné des yeux comme quelqu'un qui s'éveille à un monde avec intention. J'ai mis mon doigt dans sa paume. Il a serré. J'ai dit, bonjour, ma petite rébellion. Et j'ai senti le soleil se lever. Le palais de justice se dresse comme une menace de marbre au bout de la rue des Saules. Le jour de l'audience d'urgence, les marches brillaient, humides, le ciel était plombé. Papa ne s'est pas joint à nous pour marcher depuis le trottoir. Il attendait aux portes avec un avocat dont le costume coûtait plus cher que ma voiture. Maman était un satellite pâle en orbite autour de personne. Ethan a serré ma main. Quoi qu'il arrive, a-t-il dit, nous avons fait ce qu'il fallait. Quoi qu'il arrive, ai-je répété en écho, et nous sommes entrés. Les salles d'audience des affaires familiales sont petites à dessein. La juge, Madame la juge Marion Dubois, portait son sérieux comme un parfum. Elle a lu le dossier, tapotant chaque page comme un métronome, et a finalement levé les yeux. Mademoiselle Cartier, Monsieur Meunier. Monsieur Cartier, votre honneur, a ronronné l'avocat de papa. Les Cartier sont prêts à assumer l'entière responsabilité du bien-être de cet enfant. La fille de mon client est décédée dans des circonstances tragiques, et dans la foulée immédiate, des décisions erronées ont été prises par des individus affligés. Erronées, a répété la juge Dubois. Dans le feu du deuil. Un soupir, répété. Mon client regrette profondément. Montrez-moi le regret, a dit la juge Dubois. Pas la performance. Où est la mère de cet enfant? L'air s'est raréfié. La mâchoire d'Ethan a tremblé, mais il l'a maintenue immobile par pure volonté. Elle est partie, votre honneur. Je vois. Les yeux de la juge se sont adoucis, puis se sont aiguisés. Ce que j'ai, c'est un nouveau-né, un père endeuillé aux moyens limités, et une tante paternelle qui a assumé la garde temporaire. J'ai aussi des allégations d'abandon. L'avocat de papa s'est levé pour objecter. La juge a levé un doigt. Asseyez-vous. Je parle. Elle s'est tournée vers moi. Mademoiselle Cartier, avez-vous des preuves de la mise en danger de l'enfant? Ma déclaration, ai-je dit, la voix ferme car il le fallait. Et une vidéo. La tête de papa s'est vivement tournée. Vidéo? J'ai hoché la tête. J'ai une caméra de tableau de bord qui se déclenche lorsqu'un mouvement est détecté près de ma place de parking. Mes parents se sont garés près du sentier de la rivière pendant le cortège funèbre. La caméra les a filmés en train de passer avec une boîte. Elle ne montrait pas l'eau, mais elle montre la boîte à l'aller et les mains de mon père vides au retour. Papa a ri, trop fort. Une boîte pourrait contenir n'importe quoi. Alors pourquoi, ai-je demandé, y avait-il un bracelet d'hôpital à la cheville du bébé avec les noms de Lucie et d'Ethan? Le silence est tombé comme un coup de marteau. La juge s'est penchée en avant. Monsieur Cartier.
Papa ne flanchait pas facilement. Il a orienté son corps vers le banc et a arboré sa meilleure excuse de salle de conseil. Votre honneur, ma fille a fait des choix qui ont mis cette famille en danger. Sa mère et moi croyions que nous livrions l'enfant à un havre de paix. Nous avons paniqué. Nous avons échoué. Mais nous pouvons corriger cela maintenant, au sein de la famille, où il aura toutes les ressources. Havre de paix, la voix de la juge s'est refroidie. Dans une rivière? La bouche de papa s'est ouverte, puis s'est refermée comme s'il avait marché sur une histoire avec un trou dedans. Levez-vous, a dit la juge Dubois. Il l'a fait. La salle a retenu son souffle. Je ne suis pas une femme à qui l'on peut vendre une histoire, monsieur Cartier. Je suis une femme qui compte les faits. Voici les miens. Un nouveau-né a été trouvé dans une boîte dans une rivière. La tante de l'enfant a risqué sa sécurité pour le récupérer. Le père biologique s'est manifesté. Les actions des grands-parents sont remises en question. Le meilleur intérêt de l'enfant est mon seul client. Elle s'est tournée vers Ethan. Monsieur Meunier, pouvez-vous fournir un environnement stable? Je le peux, a-t-il dit. Je postule pour un poste de nuit à l'usine. Ma tante, c'est une infirmière à la retraite, a proposé de s'occuper de lui pendant la journée. Je suivrai des cours de parentalité. Je prendrai n'importe quoi, s'il vous plaît. C'est mon fils. Et vous, mademoiselle Cartier? Je les soutiendrai, ai-je dit. Financièrement, logistiquement, de toutes les manières. Nous pouvons vivre comme une famille si le tribunal le permet. La juge Dubois a joint le bout de ses doigts. Et les grands-parents? J'ai regardé papa. Il m'a regardé comme si j'avais laissé notre nom sous la pluie. Puis, de manière choquante, maman a parlé. Votre honneur, a-t-elle murmuré, la voix à peine audible. Nous avons eu tort. Elle m'a regardé, puis Ethan, puis la place vide dans la pièce où Lucie aurait dû être. Nous avions si peur de perdre la face que nous avons perdu notre fille. Je ne perdrai pas notre petit-fils. Papa l'a dévisagée comme une étrangère. Diane? Non, a-t-elle dit. Le mot le plus doux qu'elle ait jamais transformé en mur. La juge a hoché lentement la tête. Voici ma décision. L'ombre du marteau est tombée avant le bois. La garde légale et physique d'urgence est accordée conjointement à monsieur Meunier et mademoiselle Émilie Cartier en attendant un examen complet. Droit de visite supervisé pour les grands-parents, sous réserve du respect d'une thérapie ordonnée par le tribunal. Un enquêteur visitera tous les domiciles dans les 72 heures. Prochaine audience dans 30 jours. L'avocat de papa a commencé 4 phrases et n'en a terminé aucune. Le marteau est tombé. La salle a expiré. Ethan a couvert son visage de ses 2 mains et a émis un son semblable à celui du soulagement apprenant à marcher. Je suis restée très droite car si je bougeais, je m'effondrerais. Papa ne m'a pas regardé en sortant. Maman, si. Elle a articulé, merci. Et puis, presque silencieusement, je suis désolé. Dehors, le ciel s'est ouvert et la pluie est tombée, brillante et pure. Nous avons couru à travers elle, riant comme des idiots, comme des survivants, comme si nous avions peut-être enfin choisi la bonne tempête à affronter. 3 nuits plus tard, je suis retourné seul à la rivière. J'avais besoin de voir où le monde avait basculé. Le courant murmurait comme il l'avait fait le jour des funérailles, comme s'il ne gardait pas les secrets mais les réduisait en sable. Papa était déjà là. Il ne s'est pas retourné quand je me suis arrêté à côté de lui. Tu as toujours été la plus gênante, a-t-il dit, sans méchanceté. J'aurais dû savoir que ce serait toi. Il fallait bien que ce soit quelqu'un, ai-je dit. Je suis juste arrivé la première. Il a inspiré, expiré. Ruiné. J'ai été élevé par un homme qui pensait que la réputation était Dieu. J'ai tout sacrifié à cet hôtel. Tu crois que je ne me réveille pas en entendant la voix de Lucie? Tu crois que je ne vois pas cette boîte quand je ferme les yeux? J'ai dégluti. Alors pourquoi? Parce que le pouvoir est un couloir avec des portes qui se ferment à clé derrière toi, a-t-il dit. À chaque pas, tu es un peu plus l'homme qui fait le pas suivant, jusqu'à ce qu'un jour tu te retrouves au bord d'une rivière, tenant une boîte, et que tu ne saches plus comment être quelqu'un d'autre. Le vent a soulevé mes cheveux. Une voiture a traversé le pont. Sur le parking de l'hôpital, Ethan était probablement en train de nourrir Lucas, comptant ses respirations comme si c'était des perles. Tu peux faire marche arrière, ai-je dit. Tu peux toujours faire marche arrière.
Le puis-je, a-t-il demandé. Quand ton enfance t'a appris que faire marche arrière, c'est la mort? Il m'a enfin regardé. Il paraissait plus petit. Tu m'as humilié dans cette salle d'audience. J'ai sauvé ton petit-fils. J'ai marqué une pause. Et peut-être ce qu'il reste de toi. Il a ri alors. Un rire brisé. Tu as gagné, Émilie. Non, ai-je dit. C'est Lucas qui a gagné. Nous sommes restés un moment de plus, à écouter l'eau écrire et réécrire la même phrase. Quand je suis parti, papa ne m'a pas suivi. Le lendemain matin, le cabinet de conseil l'a appelé 3 fois. À la 4e, il a répondu. Nous avons avancé lentement et solidement. Ethan a pris le poste de nuit à l'usine d'emballage. Je prenais les matinées avec Lucas, réapprenant à être une personne fonctionnant avec des siestes de 2 heures et l'odeur du shampoing pour bébé. Maman est venue à notre appartement avec des sacs de courses et des excuses qu'elle ne pouvait pas formuler. Elle a appris à emmailloter avec la concentration de quelqu'un qui recable un satellite. Lors de sa 2e visite, elle a apporté une toile de la chambre de Lucie, inachevée, pleine de lumière. Il devrait grandir avec ses couleurs, a-t-elle dit, la voix tremblante. Papa s'est présenté une fois, les mains vides. Il s'est tenu sur le seuil comme un homme demandant à une maison la permission d'être pardonné. Lucas dormait dans son berceau. Papa l'a regardé longuement. Puis il s'est éclairci la gorge et a dit, « J'ai créé une bourse d'études au nom de Lucie pour les filles qui veulent étudier l'art et qui n'ont pas de père capable de le supporter. » Il a dégluti. « Si vous me le permettez, j'aimerais en créer une pour les garçons dont le nom de famille n'ouvre pas de porte. » Ethan a hoché la tête, la mâchoire serrée. C'est un début. Papa a hoché la tête en retour. Je ferai les autres pas sans qu'on me le demande. Il a laissé un chèque sur le comptoir. Je n'y ai pas touché pendant 2 jours. Puis je l'ai mis sur un compte séparé intitulé « Les rivières changent de cours ». Je lui ai fait signer un accord stipulant que les fonds étaient irrévocables, en public. Il n'a pas discuté une seule fois. Le dimanche, nous emmenions Lucas au parc. Il dormait malgré les oiseaux. Il plissait les yeux vers le ciel comme si c'était un problème à résoudre. Ethan lui racontait des histoires de moteurs et de promesses. Je lui racontais des histoires sur sa mère, comment elle avait un jour peint le lever du soleil sur le miroir de notre salle de bain parce que le monde avait besoin de plus de matin. La nuit, quand l'appartement était calme, j'écrivais. Pas de communiqué de presse, pas de déclaration. Une lettre à Lucie. Elle commençait ainsi, « Nous avons failli le perdre. Nous avons failli nous perdre. Mais je pense que, si tu peux le croire d'où que tu sois, nous apprenons à respirer. Le premier jour clair du printemps, nous avons emmené Lucas à la rivière. Ethan le portait. Je portais des fleurs. Maman est venue aussi, silencieuse, fragile et têtue. Papa est arrivé en retard, les mains ouvertes. Nous nous sommes tenus là où les roseaux se courbent. J'ai déposé les fleurs sur l'eau. Elles ont tourbillonné, puis ont dérivé comme quelque chose qui lâche prise. Salut, Lucie, ai-je dit. Parce que certaines histoires, on les raconte à voix haute. Il est tout. Ethan a embrassé la tête de Lucas. Tu serais fier. Maman a fermé les yeux. Papa a ouvert les siens et n'a pas détourné le regard. Il s'est approché, juste assez, et a dit, doucement pour que la rivière ne le vole pas, « Je suis désolé, Lucie. » Puis, à Lucas, « Je passerai le reste de ma vie à mériter la chance de te connaître. » Lucas s'est étiré, un petit poing se déroulant. Le vent a tourné. Quelque part, un chien a aboyé comme un rire. Nous nous tenions ensemble. Pas parfait, pas pur, pas guéri, but en voie de guérison. Les familles ne sont pas de marbre. Elles sont des tissus mous. Elles cicatrisent. Elles se ressoudent. J'ai regardé l'eau et je me suis souvenu de la boîte. J'ai regardé mon neveu et j'ai vu un garçon qu'on ne mettrait jamais dans une boîte. Et quand nous sommes partis, la rivière a continué de couler, comme elle le fait toujours. Mais je jure qu'on aurait dit qu'elle chantait.